Bonjour à toutes et à tous. Comme Paul le disait, la question du jour, c'est quel rôle peut avoir le digital pour aider à diffuser cette stratégie de prévention, pour permettre de responsabiliser le plus grand nombre, quelle que soit sa classe sociale, pour supporter la stratégie au domicile, pour la médecine de ville, à l'hôpital, pour lever les freins et entrer réellement dans l'ère de la prévention. Et comment donc inventer ce duo prévention digitale? Donc j'ai trois intervenants pour nous aider à répondre à cette question. Donc Michel Paoli, vous êtes médecin urgentiste, vous avez une grande expérience en assistance médicale des services de santé et vous êtes aujourd'hui conseiller santé à la direction générale chez Groupe IMA. C'est cela. Thomas Serval, vous êtes un pur produit du numérique, vous êtes passé chez Microsoft et Google. Vous êtes aujourd'hui président de Barracoda, société qui commercialise des objets connectés, notamment de la salle de bain et la plus connue, la brosse à dents connectée Colibri. Bonjour à tous. Et Franck Mouton, vous êtes aujourd'hui président de France Biotech, vous fédérez 500 entrepreneurs innovants du secteur de la santé et vous êtes PDG cofondateur d'une société Terra Nexus qui développe des candidats médicaments pour les maladies du cerveau de l'enfant. Merci. Je vais commencer par vous, Michel Paoli. Comment pour vous, chez Groupe IMAC, peut-être que vous pouvez commencer par présenter, vous utilisez le digital comme un outil de prévention? Alors effectivement, il faut peut-être préciser le contexte. Le groupe IMA, c'est Intermutuelle Assistance. On est une société de services, donc un opérateur de services qui a été créé, qui a comme actionnaire des mutuelles et comme client des mutuelles, soit plus d'une centaine de mutuelles. Ça représente à peu près 45 millions de personnes, donc ça fait quand même un certain volume de services et de personnes. Ou de personnes et de services plutôt. On a, du fait de notre ADN fortement mutualiste, une feuille de route santé assez ambitieuse sur le parcours, sur la maladie chronique, sur le maintien à domicile, sur la transition démographique, épidémiologique. Ces sujets-là, comme vous pouvez l'imaginer, vont embarquer de façon centrale et la prévention et les outils numériques. D'où le fait que nous avons effectivement une certaine forme d'expérience et quelques idées sur la question. D'accord. Concrètement? Alors, concrètement, si vous voulez qu'on l'aborde à ce stade-là, je dirais que nous avons à la fois des outils numériques qui permettent à la plupart des personnes d'avoir une forme d'entrée ou dans les solutions que nous proposons essentiellement du fait de leur appartenance, comme ça a été précisé tout à l'heure, à des contrats de mutuelle. Ça représente quand même plus de 90% de la population. Et au-delà de ces outils numériques de points d'entrée et d'information, d'accompagnement, nous avons des solutions, une solution tout à fait humaine, nécessaire. Le numérique de ce côté-là est quelque peu compliqué il arrive un moment donné où il atteint une limite. Et nous avons donc une plateforme sur laquelle nous avons des travailleurs sociaux, des infirmiers particulièrement formés au coaching et des ergothérapeutes qui vont avoir une vision à 360 des problématiques de santé qui s'offrent aux bénéficiaires et qui vont pouvoir lui proposer un accompagnement réparti sur un certain temps et qui va aller au-delà de toutes les solutions numériques. D'accord. Thomas Serval, vous, le digital, vous êtes vraiment dans une logique de mieux comprendre les comportements, de mesurer, de quantifier? Alors tout à fait, donc peut-être pour donner aussi des éléments de contexte, Barracoda, qui était un groupe qui était spécialisé dans les objets connectés, pendant le Covid, s'est rendu compte que nos objets connectés étaient beaucoup plus pertinents au sein d'une cause peut-être plus réduite que Connecter Tout. Et on s'est renommé Barracoda Daily Health Tech parce que, en fait, notre pari, c'est que la meilleure manière de traiter les problèmes de la santé en général, c'est de surtout pas tomber malade. Et donc, en disant ce qu'on savait faire nous, c'est-à-dire construire des objets. Et donc vous avez cité qu'effectivement une des premières inventions, celle de Barracoda, c'était cette brosse à dents connectée que vous trouvez sous la marque Colgate. Donc Colibri est moins connu, mais Colgate, tout ce qui est connecté par Colgate aujourd'hui est fabriqué par Barracoda. Et donc notre idée, c'était de prendre des objets du quotidien,
de rajouter la connectivité et une couche d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre les comportements. L'intérêt de commencer par la brosse à dents, c'est que c'était un produit non régulé qui n'était pas vu comme un objet médical, donc on avait des cycles d'innovation beaucoup plus courts et une capacité à traiter la donnée beaucoup plus libre que si on était sur des données beaucoup plus sensibles. Et donc on a mis en place un système. Alors on travaille très peu en France, donc, mais on couvre 180 pays, on gère 1 milliard d'objets connectés dans le monde, donc on voit les Chinois, les Américains, d'autres nationalités. Et donc on s'est rendu compte d'abord que en mesurant d'une manière précise les comportements sur le brossage de dents, mais je vais parler d'autres applications, il y a un énorme biais cognitif entre la perception de ce qu'on fait et ce qu'on fait vraiment. Vous demandez à quelqu'un combien de temps il se brosse les dents, il vous dira 1 minute 30, je sais, je devrais faire 2 minutes. Et en fait, c'est entre 30 et 45 secondes, avec des petites différences entre les Allemands et les Français, mais enfin, c'est pour rigoler. Et les Allemands font plus les canines. Mais c'est prouvé. Ouais. C'est caricatural, mais continuons. Mais donc, en fait, une fois qu'on a ces données, on se rend compte que, il y a un biais cognitif, et donc, en fait, toutes les études qui sont basées sur la déclaration sont biaisées par défaut. Et ça, c'est très important parce qu'une grande partie de la démarche aujourd'hui en termes de prévention est basée sur des éléments déclaratifs. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a fait une plateforme qui permet de créer de bonnes habitudes. Or, pour un sujet aussi simple qu'une bonne habitude, c'est-à-dire se brosser les dents, les fameux 2 minutes, en fait, il n'y a pas de base scientifique solide à ces 2 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'outil de mesure. Et donc, en fait, c'est le début de la démarche qu'on a commencé à mettre en place chez Barracoda, c'est-à-dire mesurer ce qu'on appelle des index, c'est-à-dire des grandeurs mesurables sur lesquelles on peut avoir un impact. Alors, on a changé la durée de brossage, on a réinventé un système qui permet de suivre la surface des dents brossées, qui est quand même beaucoup plus intéressante par rapport à la problématique qu'on cherche à adresser, c'est-à-dire effectivement éviter les maladies gingivales et les caries. Et deuxième aspect, la compliance, parce que vous avez la meilleure mesure des habitudes que vous voulez. Si vous n'êtes pas capable de faire en sorte que votre objet soit utilisé, vous avez un problème. Pour les objets connectés, on a 80% de drop après 2 semaines, et un autre 80% qui n'a plus de pile. Donc vous voyez qu'en fait sur 6 mois, la plupart des gens qui n'ont pas une très forte motivation, et ça reprend pas mal des éléments qui ont été évoqués dans la table ronde précédente, objectivement on ne peut plus rien mesurer. Donc en fait, à partir de cette mesure et cet engagement, on a créé une plateforme qui utilise toutes les sciences cognitives, les dernières découvertes qu'ont fait les jeux vidéo ou les spécialistes du marketing, on est beaucoup d'anciens de Google dans cette société, pour créer une addiction au service du bien commun. Et donc en fait c'est le début de cette aventure. Alors on a commencé par la brosse à dents, et puis comme on a des millions de brosses à dents déjà dans la nature, on s'est dit la prochaine étape c'est la salle de bain. Donc on a créé un système qui s'appelle CareOS, qui est un operating system pour la salle de bain, pour connecter tous les objets de la salle de bain, avec des miroirs intelligents, des tapis de bain qui mesurent votre poids, tout ça dans des objets sur lesquels il n'y a aucune action positive de l'utilisateur, parce que là aussi quand on vous demande de faire un effort supplémentaire, ça marche pas. Enfin, je ne vais pas être trop long. Et donc, en fait, on est dans ce défi permanent de trouver, de comprendre les usages, de mesurer dans les usages du quotidien, et derrière, de trouver les applications pour lesquelles cette mesure peut avoir le plus d'impact. Là, on est sur travail sur les tapis de bain et l'obésité ou le risque des chutes des personnes âgées. Et en fait, c'est un dialogue qu'on est en train d'établir avec, c'est pour ça qu'on est très heureux d'être là, avec une communauté médicale qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on ne parle pas le même langage. Et on parle pas. Donc là, nous, on est en train d'apprendre. On est entré dans un truc qui s'appelle Paris Santé Campus, Future for Care, et on essaie de créer ces liens qui sont paradoxalement pas si simples à établir, encore moins dans un système français, mais je vais laisser la parole aux autres, qui ne financent pas à sa juste valeur la prévention, puisque 90-99% des sous sont sur l'après. Une fois que vous êtes malade, on vous rembourse. Et nous, on est né juste avant. Et donc, le modèle économique en France ne se trouve pas. Et d'ailleurs, on fait quasiment aujourd'hui, et c'est un appel à l'aide, on ne fait quasiment rien en France aujourd'hui sur ces thématiques, malgré leur intérêt public, mais l'absence de financement. On reviendra sur l'aspect business model tout à l'heure. Froc Monton, pour vous, le digital, m'avait dit, c'est une planche de salut. J'ai trouvé que le mot était hyper fort pour mettre enfin une politique de prévention. Non, effectivement, enfin, on l'a dit, aujourd'hui, on a un sujet de soutenabilité du système de santé par rapport à l'apparition d'énormément de solutions, qu'elles soient dans la prévention ou dans le curatif. Donc, il va falloir démontrer la valeur et pouvoir démontrer qu'on arrive à faire des économies avec ça. Donc, c'est pour ça que je pense que le digital là-dessus peut être une planche de salut, à la fois pour les patients,
On l'a vu avec toutes les solutions qui sont envisagées. Il est évident, je pense que c'est la tarte à la crème de dire qu'il vaut mieux ne pas tomber malade que de l'être. Donc effectivement, pour les patients, c'est une évidence. Il y a aussi d'autres aspects latéraux, comme la déstigmatisation de certaines maladies, où les gens rentrent dans la prise en charge et dans l'évaluation des fragilités à travers le digital. Et ça, sur des âges qu'on n'imaginait pas. On voit aujourd'hui, il y a quelques solutions qui se déploient au CHU de Bordeaux là-dessus, où on voit que la population générale, il suffit de faire un appel à manifestation d'intérêt sur les radios publiques pour voir que les gens se connectent instantanément et se sentent effectivement, en tout cas, concernés. Et pour des gens qui étaient sur des âges qu'on n'imaginait pas forcément adaptés à rentrer dans le digital simplement. Donc on voit quand même qu'il y a aussi là-dessus un certain nombre de choses qui évoluent favorablement pour les patients. Pour les soignants, là aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien que le soin primaire est complètement saturé dans certains domaines, et que d'arriver avec ces solutions-là à faire en sorte d'orienter le bon patient, le patient avec le bon médecin et au bon moment, c'est clé. Et donc là-dessus aussi, il y a cet aspect-là. Et puis pour le système de santé, on l'a dit, c'est l'enjeu majeur d'arriver à en démontrer le bénéfice pour pouvoir laisser de la place à la prise en charge lorsque les gens sont malades. Donc c'est pour moi planche de salut claire, avec, on l'a dit, sur l'illettrisme, il y a un vrai travail à faire. Pareil pour les soignants, c'est une évolution des métiers, donc il va falloir les accompagner dans la formation sur cette évolution-là. De l'utilisation du digital. Donc voilà pourquoi je pense que c'est une planche de salut. Quand vous disiez, il faut les accompagner dans la formation, vous dites même que si on ne va pas jusque-là, vaut mieux mettre des sous dans la formation au départ si on veut que le système change plutôt qu'investir dans d'autres choses. Oui, là, on voit bien qu'il y a plein de métiers aujourd'hui qui craignent ces innovations qui arrivent. On l'a vu. Alors on avait Eric Vibert, donc c'est sans doute le plus en pointe là-dessus, mais il suffit de l'interroger sur les internes en chirurgie qui aujourd'hui sont craintifs par rapport à l'apparition d'un certain nombre d'innovations, jumeaux numériques, robots, etc., sur comment ils vont se projeter dans ces métiers-là. Et c'est pareil sur la prévention, c'est-à-dire que le métier de ville, de pouvoir accompagner les patients sur cette dimension-là, il va falloir former les médecins à l'utilisation de ces outils. Le paramédical aussi va jouer un rôle très très important. Les pharmaciens, les kinés, les infirmières. Donc là-dessus, pour moi, il faut dès aujourd'hui adresser le sujet de la prévention dans les formations, et formations paramédicales, formations médicales. Thomas Serval, cette massification de l'utilisation du numérique, vous le voyez comment ? Alors déjà, elle est beaucoup plus importante qu'on en a véritablement conscience. Donc nous, notre pari, c'est de se dire aujourd'hui que dans 10 ans, on l'a vu avec le Covid, la salle de bain sera l'endroit où on va pouvoir capturer le plus de données biométriques et permettre d'éviter d'aller dans une salle d'attente. Il n'y a pas pire que quand on est malade d'une maladie infectieuse, se retrouver dans une salle d'attente entourée de plein de malades. Et on en a pris conscience avec le Covid, mais c'est vrai que cette aberration, qui était une nécessité technique, elle est aujourd'hui levée largement avec le changement des usages. Donc nous, notre pari, c'est que les salles de bain vont être connectées et que ça va nous permettre de récupérer pas mal de choses. Vous avez dans votre appareil l'appareil la Silicon Valley qui, maintenant, depuis 5 ans, investit des sommes colossales alors, dans la réforme du système de santé américain. Donc beaucoup de choses différentes, mais aujourd'hui, par exemple, votre iPhone capture l'ensemble de votre... beaucoup d'éléments associés au ce qu'on appelle wearable, aux montres, on voit pas mal de choses. Donc en fait, les outils du grand public sont en train d'entrer dans la médecine et dans la capture de données. Pour des choses comme aujourd'hui en prévention, on récupère aussi énormément d'informations sur les eaux usées. C'est là qu'on a récupéré essentiellement les taux de Covid et les taux de contamination d'une population. Et donc tout est en train d'être digitalisé, et la santé, pas en tant que telle, mais par les attributs de la santé qui sont capturés par les outils déjà digitalisés, et partout. Par contre, et c'est là le pendant, pour que ça puisse être mis en place au bénéfice du patient, il y a des conditions de confiance qui ont plus de mal à être mises en place dans un système où le patient déjà a du mal à suivre son traitement, mais en plus a, en tant que consommateur, énormément de mal à faire confiance
ou en tout cas, c'est pas exactement ce qui va arriver de ces données. Et c'est un problème, pour l'avoir vu de manière plus globale, qui est pan-européen, encore plus focalisé sur l'Allemagne et la France, où il y a historiquement une sensibilité accrue aux données personnelles et un règlement qui s'y prête. Et donc, aujourd'hui, la communication sur ces sujets-là des acteurs oscille entre une surprotection qui dit vaut mieux rien faire plutôt que d'être traqué, et le fait de dire mais si on fait toutes nos données vont être chez les Chinois, ça va être une catastrophe, ou avec les Américains. Et donc quelque part il y a une sorte de ligne médiane à créer avec des rapports gain-bénéfice qui sont pas assez maturés par les différents acteurs de l'écosystème et qui devraient faire l'objet urgemment d'un plus grand consensus social. Et ça, c'est la limitation que je vois aujourd'hui sur le système et l'écosystème français, qui a le paradoxe de marcher trop bien pour que ça soit absolument nécessaire et trop mal pour que ça soit absolument inutile. D'accord. Merci. Michel Paoli, comment l'humain aujourd'hui est le nécessaire accompagnement pour accompagner cette massification? Alors en fait, on va peut-être revenir à la prévention. La prévention, c'est un tout, hein. On a parlé tout à l'heure déjà que le concept, le paradigme de santé avait sensiblement évolué pour passer du curatif au One Health. Et je pense que déjà, il faut rentrer dans ce contexte-là. Et les outils numériques en tant que tels participent à ça, mais ne font qu'une partie du travail. Il faut effectivement, je pense, voir qu'il y a en matière de prévention une longue démarche. On a du retard, on a un système curatif. On va mettre du temps à rattraper ça, mais ça va commencer à l'école. Déjà, la formation à l'école est importante. Ensuite, on s'est rendu compte, par exemple, qu'en matière de prévention, la prévention par transmission par pair est importante. La transmission par pair, c'est pas particulièrement digital. C'est quand même, ça peut y participer, mais néanmoins, ça signifie aussi des échanges verbaux et humains. Au-delà de ça, il y a d'autres lieux que les systèmes de santé directement, hein. L'entreprise me semble effectivement un lieu particulièrement pertinent pour transmettre les problématiques, pour prendre en charge de façon massifiée les problèmes de prévention. La confiance. L'outil digital en tant que tel, il n'est pas générateur en soi d'une confiance immédiate, surtout dans l'ambiance qui peut régner actuellement sur toutes les problématiques de données, de captage, de cyberpiratage, etc. Donc ce sont effectivement des choses sur lesquelles il faut gagner du terrain et faire de la formation. Et ensuite, si on considère, nous, notre expérience, par exemple en termes de prévention, on se rend compte que déjà, toucher les gens, c'est déjà compliqué. Les enrôler, ce n'est pas simple, même quand on va proposer aux gens des programmes qui vont être à peu près ciblés sur leur profil et sur leurs risques, en utilisant même parfois des outils comme l'échange motivationnel auquel sont formés nos infirmiers, qui vont donc effectivement vouloir au plus près embarquer la personne dans la gestion de sa santé, comme on le disait tout à l'heure. Eh bien, il y a beaucoup de pertes de charge. La prévention primaire, par exemple, c'est assez ingrat. La prévention secondaire, c'est déjà pas simple, mais primaire, c'est très ingrat. Considérez qu'à 40 ans, vous devez commencer, ou à 45 ans, vous devez commencer à vous préoccuper de risques qui vous paraissent très lointains. Ce n'est pas simple, et ça requiert effectivement des efforts, les efforts de tout un écosystème. Et on a dit tout à l'heure que les gens avaient un rapport de confiance très fort avec leur médecin, par exemple 90%. Bon, c'est un score assez soviétique, mais il doit être vrai. En dehors de ça, il faut bien voir que le médecin traitant, il n'est pas payé à faire de la prévention. De la même façon que la plupart des institutions en France sont assez peu payées. Il n'y a pas de modèle économique qui valorise particulièrement bien la prévention, parce que les modèles économiques valorisent essentiellement et beaucoup le curatif. Effectivement, une fois qu'on a réussi à accrocher quelqu'un, à l'enrôler, il faut le garder. Et pour le garder, dans une démarche qui peut durer 6 mois, 1 an, enfin le temps qu'il faut, et longtemps d'ailleurs, l'outil digital a son efficacité en volume.
en massification, en proximité, en mobilité. Si on va oublier les problèmes d'inclusion et de zones blanches qui sont aussi particulièrement importants quand même également à traiter. Mais il reste néanmoins que vous avez effectivement toujours à un moment donné dans une pyramide, en haut de la pyramide, vous avez besoin effectivement d'apporter un message humain en face à face ou en tout état de cause, d'avoir quelque chose de particulièrement adapté à la personne. Sur ce sujet, donc le médecin est payé pour faire du soin. Franck Mouton, vous vous occupez d'une fédération de start-up qui ont besoin de gagner de l'argent. Donc comment on peut justement arriver à trouver un business model du digital et de la prévention? Je ne sais pas si elles ont besoin de gagner de l'argent, elles ont besoin plutôt de faire en sorte qu'elles puissent récompenser le risque qui a été pris par des investisseurs au tout début de leur développement et de continuer à créer les conditions de confiance financière qui permettent de continuer à investir en R&D. Et ça, là-dessus, je pense qu'on commence à voir apparaître un certain nombre de solutions dans la prévention secondaire qui commencent à démontrer leur valeur. Quelques exemples, enfin, MoveCare, des approches comme ça qui sont effectivement sur la récidive, sur l'identification. On commence à pouvoir avoir des outils de démonstration de valeur médicale et qui permettent la prise en charge. La grosse difficulté qu'on va avoir sur la prévention primaire, c'est ça, c'est la démonstration d'apport de valeur médicale sur les populations générales. On l'a dit, David le mentionnait sur la quantité de données qu'un médecin doit accumuler, y compris sur les parcours de santé qu'il rencontre. Je pense par exemple aux enfants autistes, où au cours d'une carrière on rencontre des parcours de soins qui peuvent sembler effectivement dégager des tendances, sauf que pour un médecin c'est juste impossible par rapport à son train de vie, à ses urgences, au traitement. Et donc c'est pour ça que pour moi la data en santé, les parcours de santé en l'occurrence, et la digitalisation des parcours de santé vont permettre justement à travers les histoires naturelles de pouvoir identifier des zones de fragilité. Et il faut absolument embarquer le régulateur, l'évaluateur et le payeur dans cette réflexion-là, parce que aujourd'hui il y a très peu d'investisseurs qui investissent dans le domaine de la prévention primaire, parce que la démonstration d'apport est très complexe et qu'elle est à des échéances qui sont souvent beaucoup trop lointaines par rapport aux espérances financières d'un investisseur qui, lui, on lui confie de l'argent pour investir dans un domaine et faire en sorte qu'à une échéance non infinie, il y ait une performance financière de son investissement. Et donc il faut les attirer sur ce secteur, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des solutions qui émergent, il faut qu'on arrive à les rassurer sur le fait qu'il y a des modèles d'affaires, et c'est là où, à mon avis, les parcours de santé, peut-être dans certains domaines qui s'y prêtent mieux, seraient favorables, et d'identifier effectivement dans ces parcours de santé, dans les histoires naturelles, comment démontrer précocement la valeur médicale de la prévention, et ça permettrait aussi à nos régulateurs et à notre évaluateur de changer un peu de doctrine par rapport à ça, sur la prise de risque, parce qu'elle est nécessaire dans la prévention. On ne peut pas attendre 20 ans d'avoir démontré que sur une population générale, on a effectivement l'impact. Donc il va falloir aussi changer ces doctrines-là d'évaluation sur la prévention. Oui, je vais donner peut-être des... Alors, déjà, on parle de digital, mais on n'a pas trop expliqué que tout ce qu'on peut faire. Nous, on a développé donc des miroirs intelligents qui sont basés sur des caméras, à peu près du commerce. Et en 5 ans, on est maintenant capable de repérer le rythme cardiaque, les problèmes d'yeux, des problèmes de foie, des problèmes de peau, évidemment, mais avec une précision qui a été faite. Donc, l'accélération de l'innovation technologique, elle est on parle maintenant de mois ou de semaines avec des publications, des milliers de publications de tous les chercheurs du monde. Donc il y a une forte accélération technologique complètement déconnectée du rythme de l'évaluation et du financement. Prenons l'exemple sur lequel qu'on a réussi à documenter depuis plus 7 ans, la carie. Donc nous, on a la chance d'avoir des millions de personnes qui utilisent nos brosses à dents. On sait montrer maintenant que ça a un impact positif à la fois sur l'éducation des enfants. 6 mois d'utilisation du produit crée une habitude durable. Et donc, quelque part, ils prennent l'habitude de se brosser les dents, et on sait que ça a un impact en santé publique. Quand les enfants ont de bonnes dents, ils ont moins de risques sanitaires globaux sur tout le restant de leur vie. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que si vous avez une carie, que vous allez chez un dentiste en France, ça coûte 37 €.
C'est remboursé à 100% par la Sécu, c'est le zéro reste à charge. Si vous allez chez un dentiste un peu cher, ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous payez rien. Vous passez un pas de porte aux États-Unis, c'est 500 $. Et donc, quelque part, la motivation de l'individu qui a payé soit à moitié, soit à plein pot ces 250 $ ou ces 500 $ est totalement différente par rapport au fait juste de dire aux enfants, bah, t'as une carie, c'est pas mal, c'est juste quand ça va être ruineux. Et donc, en fait, on n'a véritablement pas ces réflexes qui existent dans presque tous les autres pays du monde, et c'est important de se rendre compte à quel point on n'a pas ces réflexes. Et puis quand vous parlez aux assureurs, aux mutuelles, on a eu le cas en Italie, on a déployé nos brosses à dents sur le premier assureur italien privé, puisque les systèmes publics ne marchent pas bien. Et ils ont les fonctionnaires, et ils ont toute l'industrie de la fabrication, 1 million de personnes. Et pour eux, c'est essentiel, alors qu'en France, quand on a eu la même discussion avec des gens qui suivent des branches professionnelles, ils nous expliquent qu'ils gardent leur mandat 5 ans, et donc ils n'ont aucun intérêt à investir pour investir au moins au même niveau sur le fait que leur collègue, qui va récupérer le mandat d'une branche professionnelle, est déjà en meilleure santé. Et si c'est grave, c'est l'État qui paye. Donc en fait, il faut quand même se rendre compte, et c'est désolé de mettre ça un peu sur la table, que les règles économiques sont aujourd'hui adverses à un financement de l'économie de la prévention. Ben non, c'est un vrai sujet, et ce cercle vertueux de la prévention et du financement de la prévention est au cœur du sujet. Michel Paoli, je vous laisse le mot de la fin. C'est un lourd honneur. Écoutez, la prévention, je pense que c'est un sujet dont on parle beaucoup, dont on parle de plus en plus. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la possibilité d'être au CNR Santé au Mans. Les ministres ont parlé particulièrement de prévention. Par exemple, les visites 25, 45, 65, ça ne fait pas la prévention, mais au moins ce sont des points de repère qu'on accroche pour les soignants. Le modèle économique, c'est effectivement à redéfinir. Les difficultés du fait qu'il n'y a pas d'assureur, par exemple, au premier euro en France, peut poser des problèmes avec savoir qu'est-ce qui va faire de la prévention, l'obligatoire ou le complémentaire. Mais je pense que ce sont des choses qui bougent. Il me semble que la digitalisation des parcours est une aide précieuse à cela, mais il restera toujours un moment où effectivement, pour effectivement embarquer le patient au cœur le bénéficiaire, au cœur de sa santé, il y a un moment donné où effectivement des outils comme le motivationnel ou des écosystèmes plus larges qui vont de l'entreprise à l'école, à la communication faite par tous les acteurs institutionnels et privés peuvent avoir un rôle significatif. À titre indicatif, par exemple, on a noté No More, que c'est la censure, que une campagne de communication sur la santé faite par un acteur institutionnel ou une mutuelle, ça va générer un pic d'activité très significatif en termes de prévention, de recherche d'observance, de recherche d'information, etc. Donc effectivement, c'est un effort continu et un modèle économique à redéployer de façon significative. Merci beaucoup à tous les trois.